Bonjour à tous, donc nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours sur le cancer qu'on va consacrer cette année à la régulation d'expression génétique et au problème un peu plus général de savoir comment finalement une cellule fait pour sélectionner le type de protéine qu'elle va exprimer. Donc aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de généralités dont le plan vous est exposé ici. Nous allons illustrer comment ces différents mécanismes sont impliqués dans certains types de cancers. Et puis, dans le cours suivant, nous allons voir en grand détail comment une protéine maîtresse, dont on a parlé l'an dernier, la protéine P53, va être réglée dans ses fonctions et dans ses fonctions à la fois physiologiques et en pathologie, quels sont tous les niveaux de régulation qui ont été décryptés dans ces dernières années avec des techniques récentes que nous verrons, comme l'immunoprécipitation de chromatine, comme la construction de souris génétiquement modifiées, ce qu'on appelle des knock-out et des knock-in. Et donc probablement P53 est le plus bel exemple de la puissance de la manipulation du génome et de ce qu'on a pu apprendre grâce à ça, à la fois sur la physiologie de la fonction normale de la protéine et sur ses perversions dans le cancer. Et puis à la fin, nous étudierons des aspects thérapeutiques, quels sont aujourd'hui les nouveaux agents qui ont été mis au point et qui vont avoir un effet unique ou principal sur le contrôle de la transcription. Alors pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là l'an dernier, mais je reconnais quelques têtes, donc pardon à eux de revoir quelques diapos que j'ai déjà présentés l'an dernier. Nous allons voir donc quelles sont les généralités sur le cancer avant de passer au problème de la régulation de l'abondance des protéines. Alors, comme je vous l'ai dit l'an dernier, le cancer, c'est avant tout une maladie du désordre, et ce désordre peut se juger sur des choses très simples. Et donc ça, c'est ce qu'on a commencé à voir au début du XIXe siècle. C'est le désordre microscopique, mais au niveau de l'organisation des tissus, de ce qu'on appelle l'histologie. Donc vous avez ici une peau normale. Cette peau normale, vous voyez qu'elle a une polarité, vous voyez qu'elle est régulière, elle est d'architecture régulière, les cellules sont toutes avec une morphologie bien ronde, et puis vous avez une limite là qu'on appelle la membrane basale, et puis une polarité dans l'épithélium. Eh bien, quand on regarde maintenant une section faite à travers un cancer de la peau, eh bien, vous voyez que cette régularité est largement perdue. Vous voyez que cette frontière très importante entre l'épiderme et le derme, au lieu d'être régulière et droite, maintenant a des invaginations multiples avec cet épithélium qui va chercher à rentrer dans le derme. Vous voyez qu'il y a une assez profonde inégalité dans la taille des cellules et globalement que la belle morphologie régulière d'un épithélium normal est profondément perturbée. Alors, si on passe maintenant au niveau des cellules isolées, ce qu'on va appeler la cytologie, eh bien encore, on fait le même constat. Vous voyez qu'à la forme régulière des cellules normales s'oppose cette forme relativement désordonnée des cellules cancéreuses, en particulier d'ailleurs dans la forme des noyaux. Vous voyez que les noyaux sont convolués, il y a des gros nucléoles, et la limite externe de la cellule n'a plus cette régularité. Ceci donc, et par ailleurs qu'il y a un nombre aussi de divisions, comme vous le voyez ici, qui est fortement augmenté. Donc ça aussi sont des critères cytologiques de cellules cancéreuses. Alors évidemment, ce que je vous présente là est un peu caricatural, parfois c'est pas si simple, et c'est tout le travail des anatomopathologistes et des cytologistes d'arriver à savoir sur un aspect morphologique si une cellule doit être inquiétante ou pas. Alors si on continue notre voyage à l'intérieur de la cellule et qu'on va maintenant sur l'architecture du noyau, eh bien là encore on fait le même constat. Voici un noyau normal avec la membrane nucléaire, la lamine, l'organisation des lamines, les nucléoles,
ce qu'on appelle l'hétérochromatine en vert, on y reviendra, et puis des objets qu'on appelle les corps nucléaires, on y reviendra aussi quand on parlera de P53, donc ça c'est une organisation d'une cellule normale, et puis un beau noyau ovale, un peu comme un ballon de rugby, et vous voyez maintenant que la cellule cancéreuse s'oppose en tout point à cette cellule normale. Le noyau est de forme très irrégulière. Il va y avoir des invaginations de ces structures de l'amine à l'intérieur du noyau. L'hétérochromatine en vert, vous voyez, est complètement différente. Elle n'est plus limitée à la périphérie du noyau et la périphérie du nucléole. Maintenant, elle est grosse, elle est en paquet, elle est en motte, elle va rentrer à l'intérieur du noyau. Le nucléole est beaucoup plus gros. Il y a des nouveaux objets qui apparaissent, de nouvelles structures qui vont apparaître contre le nucléole, qu'on voit ici en violet. Les corps nucléaires aussi sont très changés. Et donc, une partie du travail des cytologistes va se focaliser sur l'aspect du noyau, qui est l'un des meilleurs indicateurs de la dérive cancéreuse d'une cellule. Alors, continuons notre voyage à l'intérieur de la cellule. Passons maintenant aux chromosomes avec ces techniques que l'on appelle de la peinture chromosomique. Donc, vous avez ici les 22 paires d'autosomes et puis les chromosomes sexuels, chacun hybridé avec des sondes d'une couleur différente. C'est ce qu'on appelle donc cette peinture chromosomique. Et donc là, on a des paires, un chromosome d'origine maternelle, un chromosome d'origine paternelle. C'est un karyotype normal. Et si on regarde maintenant ce qui se passe dans une tumeur, et je crois que c'était une tumeur avancée du sein, eh bien, vous voyez que cette structure régulière, ordonnée, est remplacée par une véritable anarchie chromosomique. Vous voyez qu'on va avoir certains chromosomes qui sont avec des morceaux perdus, d'autres qui sont transloqués. Vous voyez qu'ici, sur ce chromosome, on a des séquences d'au moins trois chromosomes différents qui vont constituer ce chromosome très anormal. Ici aussi, vous avez une translocation entre probablement des séquences du chromosome 1 et des séquences du chromosome 4. C'est également le cas ici. On va avoir des anomalies, pas seulement de structure, mais aussi des anomalies de nombre. Vous voyez qu'ici, on va avoir ce qu'on appelle une trisomie. Vous avez 3 copies du chromosome 4, ce qui est évidemment tout à fait anormal. Vous avez des chromosomes totalement monstrueux, qu'on ne sait pas vraiment où classer, avec des morceaux de toutes sortes de chromosomes. Et puis, vous avez aussi des chromosomes qui sont perdus. Vous voyez que là, il y a un chromosome 15 qui a disparu. Bref, c'est l'anarchie la plus complète. Et comme je vous l'ai expliqué l'an dernier, ces désordres de l'organisation du génome sont très largement responsables du développement des cancers. Alors, donc, si on va maintenant au niveau des gènes individuels, on va avoir des oncogènes qu'on va appeler dominants. Et donc, ces oncogènes dominants, le prototype et le premier qui a été découvert, c'est l'oncogène RAS. On en a parlé l'an dernier. Et au fond, ce sont des gènes qui peuvent être qu'on peut extraire à partir de cellules transformées. On va avoir de l'ADN. Cet ADN, on va le transfecter sur des cellules normales. Et grâce à la présence ou à cause de la présence de ce gène transformant, de cet oncogène dominant, on va créer à partir de cellules normales un foyer de transformation, c'est-à-dire des cellules qui se mettent à pousser toutes seules. Et ce foyer de transformation, qui vous est représenté ici en bleu, eh bien, si on injecte ces cellules à une souris, on va obtenir une tumeur. Et cette tumeur donc, va être liée à la présence de cet oncogène dominant. Alors cet oncogène dominant, en fait, on sait depuis une trentaine d'années que le caractère oncogène de ce gène RAS est lié à une mutation ponctuelle sur l'acide aminé 12, d'une glycine vers une valine. Et ceci va en fait toucher le site actif de cette protéine, bloquer le site actif de cette protéine, et cette protéine donc va être bloquée finalement en position marche, elle va fonctionner toute seule, et en fonctionnant toute seule, elle va donner en permanence un signal de prolifération à la cellule qui l'a, et donc ceci va conduire à la tumeur. Ce gène RAS est un gène qui est fréquemment muté, par exemple dans les tumeurs du pancréas ou aussi dans les tumeurs du poumon. C'est un gène connu depuis longtemps, très important dans la cancérogénèse humaine, et malgré les tentatives innombrables pour bloquer sa fonction, pour l'instant on ne sait pas encore comment arriver à la manipuler. Alors, il y a également des oncogènes qu'on va appeler récessifs. Donc, contrairement tout à l'heure à la fonction de RAS qui est une fonction dominante, la fonction d'oncogène récessif, qu'on appelle aussi anti-oncogène, eh bien, la transformation cellulaire est liée à la perte de fonction d'un gène. Alors,
comme vous vous en souvenez peut-être, dans le cadre du rétinoblastome, et donc des anomalies du gène RB, il peut y avoir deux situations différentes. Soit le rétinoblastome est sporadique, il survient en dehors de tout contexte familial, et dans ce cas-là, il faut inactiver séquentiellement les deux copies du gène RB. Donc c'est une transformation par perte de fonction. En fait, on perd un frein. Plutôt que de gagner un accélérateur, on perd un frein. Et donc, puisque l'on a deux copies de chaque chromosome, il faut perdre les deux fonctions. Il faut perdre les fonctions des deux copies du gène, et ceci va conduire au rétinoblastome. Dans les formes familiales, donc les formes avec une prédisposition génétique, eh bien, une des copies est déjà perdue de manière héréditaire, et donc il suffira d'avoir la perte de la seconde copie, ce qui évidemment va survenir beaucoup plus fréquemment que dans les cas sporadiques, puisqu'il y a eu un seul événement à avoir pour conduire au rétinoblastome, et ceci explique bien sûr le caractère familial de cette maladie. Et la découverte de ces anti-oncogènes ou de ces oncogènes récessifs a été, et je crois que c'est important de le rappeler, faite par des considérations épidémiologiques, c'est-à-dire qu'à partir de l'étude de l'incidence de ces maladies et de la comparaison de la forme familiale et de la forme sporadique, Knudson, il y a une quarantaine d'années, avait proposé que la transformation soit liée à la perte d'un gène, avant même qu'on connaisse l'existence des anti-oncogènes, et donc sur la base d'une modélisation mathématique, il a proposé l'existence de ces anti-oncogènes, dont le premier ensuite a été découvert quelques années après. Alors, il faut également parler de la coopération. Et la coopération va se traduire encore une fois au niveau d'épidémiologique par le fait que le cancer est une maladie de la fin de la vie, c'est une maladie de l'âge. Et donc vous voyez ici l'incidence des cancers, tout cancer confondu en fonction de l'âge. Vous voyez que cette courbe est exponentielle. Et ceci a été observé dans de très nombreux pays, pays au mode de vie différent, pays à la génétique différente, dans les années 1950, montrant donc le caractère malheureusement universel du fait que le cancer est une maladie du vieillissement du génome et donc une maladie de l'âge. Alors, au niveau morphologique, ceci traduit l'accumulation dans la même cellule d'accumulation d'anomalies génétiques différentes. C'est ce qu'on appelle la coopération des oncogènes. Et donc, soit à travers le gain d'oncogènes dominant ou la perte d'oncogènes récessifs, la perte d'anti-oncogènes, on va progressivement passer d'une cellule qui va capter une première mutation. Cette première mutation va conduire à un premier cycle d'expansion clonale, mais qui va être limité. Et puis, quelques années après, ou quelques décennies après, une seconde mutation va survenir. Elle va augmenter fortement la taille de ce premier clone. Et ensuite, des mutations indépendantes vont finalement passer de ce qu'on va appeler un état précancéreux à un état pleinement cancéreux, pleinement transformé, avec au niveau de la tumeur arrivée à son stade ultime de développement, une très grande hétérogénéité clonale, comme vous pouvez le voir ici, puisque si les premiers événements, bien sûr, vont être partagés par toutes les cellules de la tumeur, eh bien, lorsqu'on en arrive à la fin, il va y avoir des événements indépendants et différents, des événements qu'on va appeler de progression et qui vont concourir au développement de cette tumeur. Alors, comment est-ce que ce modèle a changé notre vision du cancer? Eh bien, ce qui a radicalement changé notre vision, c'est le passage finalement de la recherche au diagnostic et le fait qu'aujourd'hui, grâce à des techniques de génomique, ce qu'on appelle la séquence profonde ou la génomique d'une manière générale, on est capable d'aborder dans des tumeurs individuelles, dans des tumeurs chez des patients et non plus sur des modèles animaux, l'hétérogénéité de ces mutations. On est capable de faire une carte des mutations dans les différentes tumeurs. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'en fonction du type de tumeur qui vous est représenté ici, il va y avoir une extrême hétérogénéité. Et en fait, on va avoir des maladies relativement simples. Et donc, dans ces maladies simples, il va y avoir les tumeurs de l'enfant, et en particulier, par exemple, les tumeurs rhabdoïdes, pour lesquelles on a très très peu de mutations, une ou deux. Autre modèle qui est, si j'ose dire, qui est relativement simple, ce sont les leucémies, les tumeurs liquides. Là aussi, une relative simplicité génomique.
Et puis, si au contraire, on va maintenant dans les tumeurs qui sont associées à l'exposition à des mutagènes, et parmi celles-là, on connaît donc le mélanome, à cause du rôle de mutagène du rayonnement ultraviolet et du soleil. On connaît aussi le tabac, le poumon, pardon, les cancers du poumon à cause des effets du tabac, et certaines formes de cancers colorectaux avec une instabilité du génome du fait de défaut de la réparation. Et bien, vous voyez que là, on est à plusieurs centaines de mutations différentes. Et évidemment, l'existence de cette centaine de mutations différentes va conduire à la création, va conduire à conclure à l'existence d'une hiérarchie. Donc toutes ces anomalies ne sont pas importantes. Évidemment, quand vous avez une ou deux mutations seulement, comme dans les tumeurs pédiatriques, les tumeurs rhabdoïdes par exemple, on va savoir que c'est cette mutation-là, évidemment, qui est importante. Pour ça, on a choisi un terme anglais, le terme de driver, qui veut dire que c'est la mutation qui est vraiment responsable du développement de la tumeur, qui en est le conducteur, le pilote. Il y en est de même pour les leucémies, on y reviendra. À l'inverse, dans les tumeurs avec un très grand nombre de mutations, eh bien, il va y avoir un mélange de mutations qui sont réellement importantes, de ces mutations conductrices, et puis d'autres mutations qui sont finalement des accidents de parcours, des balles perdues, si j'ose dire. Les Anglais les appellent passenger. Elles sont là, mais elles ne sont pas forcément importantes pour le développement de la tumeur. Elles vont parfois d'ailleurs conduire à des changements de son immunogénicité. Donc on peut avoir maintenant une véritable photo, même si la photo est parfois complexe à interpréter, de ce qu'est la génétique d'une tumeur individuelle. Alors ceci va conduire à une définition qui est déjà bien avancée dans les tumeurs les plus simples, et en particulier les tumeurs hématologiques, d'avoir un véritable code barre pour les cancers. Et vous voyez donc ici, je crois que ce sont dans des syndromes myélodysplasiques, on y reviendra, un certain nombre des anomalies les plus fréquemment observées. Et vous voyez que pour chaque tumeur, qui est représentée ici par une ligne, on va avoir un code barre pour savoir quels sont les gènes mutés, quels sont les gènes importants qui sont mutés. Et évidemment, tout le challenge, si j'ose dire, de la biologie du cancer aujourd'hui, eh bien, c'est d'arriver à faire un rapport le plus simple possible entre ce code barre et puis l'évolution thérapeutique. Et l'évolution thérapeutique va bien sûr recouvrir à la fois la sensibilité aux différents traitements. Et on peut imaginer, et on verra des exemples pour lesquels une tumeur avec un code barre particulier va être extrêmement sensible à un type de médicament et résistant à un autre, les choses étant différentes pour un code barre différent. Et puis l'évolution spontanée de la maladie qui va également être différente. Alors, on peut également voir les choses d'une autre manière, en voyant maintenant non plus les choses de manière individuelle, comme un code barre individuel, mais comme au contraire des tableaux de fréquence de ces différentes maladies. Donc voilà, toujours dans les domaines des leucémies, les gènes principaux qui sont les coupables du développement de ces leucémies, et puis les différents types de maladies dans lesquelles on va les trouver. Alors ça, c'est intéressant, on y reviendra, puisque dans ces tableaux d'incidence, vous avez en rouge ce que l'on peut trouver chez des sujets normaux. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de ces mutations, on y reviendra, DNM3A par exemple, qui sont au fond trouvées avec une certaine fréquence chez des sujets normaux. Ce sont, comme on le verra, des mutations préleucémiques, donc qui vont précéder le développement de la tumeur, qu'on peut observer de manière un peu aléatoire chez certains patients. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas si peu nombreuses. Hein. Vous avez principalement en fait, les régulateurs épigénétiques, on y reviendra à la fin du cours. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres mutations qui, elles, ne sont toujours trouvées que dans les cancers. Ici en jaune, ce sont les leucémies aiguës myéloïdes. Et donc vous voyez que FLT3, par exemple, qui est une mutation qui va permettre la progression des leucémies, eh bien, FLT3, on ne la trouve quasiment que dans des leucémies et dans aucune des autres maladies. Il y en a même pour les mutations IDH1, IDH2 ou NPM1. Ce sont vraiment des mutations spécifiques de leucémie. Et donc, ça nous dit déjà quelque chose sur la séquence dans laquelle ces anomalies peuvent survenir. Et évidemment, la séquence dans laquelle ces anomalies vont survenir va nous apprendre quelque chose sur l'histoire de la maladie, bien entendu. Alors, revenons maintenant donc au modèle de transformation cellulaire ex vivo. Et je vous ai dit que le cancer était une maladie multi-étapes, et c'est vrai,
il existe néanmoins des systèmes biologiques qui ont beaucoup servi les chercheurs, qui sont des systèmes au contraire monoétapes. Alors historiquement, peut-être que le premier système à être étudié avec beaucoup de soin a été l'infection par un rétrovirus dont on a parlé l'an dernier, le RSV. RSV, ça veut dire House Sarcoma Virus. Et ce RSV a cette propriété assez extraordinaire, finalement, de transformer une cellule normale, vous voyez ici des fibroblastes, ce sont des cellules régulières qui adhèrent au plastique, qui ont une forme fibroblastique, et en quelques jours, suite à une infection par ce virus, on va avoir des cellules qui, elles, au contraire, ont toutes les caractéristiques des cellules transformées, des changements de forme, vous voyez, qui sont absolument évidents entre cette forme pavimenteuse et maintenant une forme sphérique. Différence de nombre aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cellules par unité de surface lorsqu'elles sont transformées. Ceci s'accompagne aussi des changements de métabolisme profond. Le métabolisme est complètement changé et le taux de prolifération aussi est très fortement augmenté. Ces cellules-là vont s'arrêter dès qu'elles touchent les uns les autres, c'est ce qu'on appelle l'inhibition de contact, donc elles vont s'arrêter de pousser. Ces cellules-là, en revanche, ne s'arrêtent jamais de pousser comme vont le faire les cellules cancéreuses. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que là, on a une transformation en une étape, et donc en quelques jours, on va avoir deux cellules qui, à un moment donné, étaient les mêmes, et qui, après avoir été exposées à ce virus, vont avoir ces propriétés complètement différentes. Alors, ceci a conduit à la définition d'un certain nombre des caractéristiques générales des cellules transformées dans ce que Hanahan et Weinberg ont proposé être finalement cette espèce de signe du zodiaque de la cellule cancéreuse, avec donc, c'est surtout vu sous l'angle des tumeurs solides, la capacité de pousser tout seul, l'insensibilité aux signaux de frein de la prolifération, l'immortalité, la résistance au stress à l'ADN, la résistance au stress oxydant, la résistance au stress protéolytique, le changement de métabolisme dont on a déjà parlé, la capacité à échapper au système immunitaire, ça c'est surtout important in vivo, ainsi que l'angiogénèse isolée, et la résistance à la mort spontanée qu'on appelle l'apoptose. Et donc, dans des proportions diverses, la plupart des cellules cancéreuses vont partager certains de ces caractéristiques. Alors, pour servir de transition avec ce qu'on va dire sur l'expression des protéines, des études déjà anciennes avaient montré que dans le modèle du House Sarcoma Virus, il existait des mutants génétiques extrêmement intéressants qu'on appelle des mutants thermosensibles. Et donc ces mutants thermosensibles sont des mutants pour lesquels le phénotype va dépendre de la température. Et en particulier, la capacité à avoir la transformation qui vous est représentée ici, entre la morphologie normale et les petites sphères qu'on a vues tout à l'heure, donc qui est liée à l'infection par le virus, va être totalement abolie si on augmente un peu la température, si on passe à la température qu'on appelle non permissive, à 41 degrés. Et vous voyez qu'à 41 degrés, la morphologie cellulaire redevient complètement normale, les cellules s'arrêtent de pousser, et si on redescend la température quelques jours après, eh bien, on va retrouver les caractéristiques de cellules cancéreuses. Et donc ça, au niveau de la génétique, on sait que ça traduit l'existence d'une mutation dans un gène, et qui est justement le gène responsable de la transformation. Et donc ça renforce la vision que ce virus porte une seule protéine qui est indispensable à la transformation. On va dire en termes génétiques qu'on est dans une situation monogénique. Et il y a donc une seule protéine qui possède une petite mutation qui ne la déstabilise pas à la température permissive, mais le fait d'augmenter de 4 degrés la température va faire que cette mutation ne sera plus tolérée, et n'étant plus tolérée, la protéine va perdre sa fonction, et les cellules, bien qu'infectées, vont redevenir normales. Donc ça a été une expérience extrêmement importante, historiquement, pour dire au fond que c'est l'expression d'une seule protéine qui est responsable de toute la cascade de transformation, et ceci a conduit donc les chercheurs à s'intéresser à la manière dont est régulée l'expression protéique. Alors, donc, après ces rappels, nous allons maintenant regarder comment est-ce que l'on peut mettre en évidence la diversité des protéines au sein d'une population cellulaire et quels sont les différents mécanismes qui sont à l'origine de la diversité des protéines. Et
on va commencer par l'analyse de la transcription, c'est-à-dire de la formation des ARN messagers. Et pour ça, on va parler assez longuement dans ce cours et peut-être le suivant d'une structure extrêmement importante qui est la chromatine, l'environnement protéique de l'ADN, la méthylation de l'ADN. On va parler ensuite des facteurs de transcription. Et puis, largement pour mémoire, on parlera de la suite du processus de transcription, c'est-à-dire l'épissage des ARN messagers, la traduction des protéines à partir des ARN messagers, et puis pour finir, mentionnerons brièvement la stabilité des protéines. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, des travaux récents, dans ces 5 dernières années, ont pu montrer que l'épissage, la traduction et la stabilité des protéines régulent de manière absolument fondamentale l'abondance des protéines dans des cellules normales. Et on sait également que ces processus vont être profondément pervertis dans les cancers et que cette perversion de l'épissage, de la traduction ou de la stabilité des protéines va contribuer directement au développement des tumeurs. Alors, commençons par des diapos historiques. Je dois dire d'ailleurs que beaucoup de ces diapos ont été empruntés à un textbook récent, celui de Latchman, qui a été publié cette année. Donc, vous voyez ici quelque chose qui ne dira peut-être pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. C'est une manière historique d'analyser les protéines. C'est donc ce qu'on appelle un gel à 2 dimensions. Et donc, dans ce gel, on va séparer les protéines en fonction de 2 critères simples. Le premier, c'est le poids. Et donc, plus on va vers le bas, plus le poids est petit. Et ensuite, on va les séparer suivant un gradient de pH, donc en fonction de leur caractère acide ou base. Donc, si on va avoir, par exemple, ces cellules ici vont être extrêmement basiques, pardon, cette protéine ici, représentée ici par ce point, va être une protéine basique et de grand poids moléculaire. Celle-ci, inversement, est une protéine acide et de petit poids moléculaire. Et vous voyez qu'on a presque un code barre de la représentation des cellules, des protéines au sein d'une cellule. Bon, c'est évidemment une manière extrêmement primitive d'analyser ça. Ça, c'est ce qu'on était capable de faire il y a une 50aine d'années. Pourquoi est-ce que c'est très primitif? Eh bien, parce qu'au fond, la coloration de ces protéines, qui est ici probablement une coloration à l'argent, ne permet de révéler que des protéines extrêmement abondantes. Et donc, on ne va avoir accès, au fond, qu'aux protéines les plus abondantes et les plus communes de la cellule, alors que bien souvent, quand on s'intéresse à la biologie, en particulier à la biologie du cancer, on va au contraire être intéressé par les protéines les plus rares, et avec ces technologies, il n'y avait aucun moyen de les aborder. Alors néanmoins, ces approches ont permis d'avoir un certain nombre d'informations déjà sur ce qu'est les différences d'expression entre tissus. Et par exemple, en comparant ces diagrammes à 2 dimensions entre 2 tissus différents, eh bien, on va trouver des protéines qui sont toujours présentes, celle-ci par exemple, et puis d'autres protéines dont l'abondance varie considérablement, vous voyez, comme celle-ci ou celle-là. Et puis certaines protéines qui vont être tissus spécifiques. Et ceci donc a permis de montrer de manière très, très précoce qu'en fait, une partie de la différence entre les différents tissus est liée à l'expression de protéines différentes. Alors, parmi ces protéines, on va pouvoir distinguer un certain nombre de classes. On va parler de protéines de structure, on va parler de protéines de ménage, qui sont celles présentes dans tous les différents types cellulaires, et puis ensuite de protéines tissus spécifiques, et puis enfin de protéines régulatrices. Et c'est évidemment, ce sont ces protéines tissus spécifiques et ces protéines régulatrices qui ont le plus intéressé les chercheurs. Alors, on sait aujourd'hui, maintenant, et c'est avec une véritable révolution dans la chimie des protéines qu'on appelle la spectrométrie de masse, on est capable de prendre une protéine par exemple à partir de ces gels à 2 dimensions, on va la sortir du gel et par des mesures de fragmentation et de mesures de masse, on va pouvoir, donc qu'on appelle la spectrométrie de masse, identifier ces différentes protéines. Et maintenant que la séquence du génome, beaucoup de génomes a été faite de manière complète, à partir des séquences protéiques, on va pouvoir identifier dans des bases de données la protéine qui nous intéressait, celle qu'on a purifiée ou celle qui était intéressante parce qu'elle avait des différences de poids moléculaire. Alors, une des questions qui a
était très importante pour les biologistes était de savoir, au fond, quelles étaient les bases de cette différence d'expression des protéines dans les tissus. Alors, une première hypothèse qui avait été proposée était l'idée simple qu'au fond, si un tissu n'exprime pas un certain type de protéine, c'est parce qu'il a perdu le gène codant pour cette protéine. Et on aurait pu imaginer effectivement que le processus de différenciation fasse appel à la perte sélective de certains gènes dans certains tissus. Alors, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, grâce à des expériences extrêmement élégantes qui ont valu le prix Nobel à John Gurdon, dans lesquelles finalement il a pris un oocyte non fécondé, détruit grâce à une irradiation massive de lumière ultraviolette, détruit ce noyau présent dans cet oocyte, pris un tétard, allait prendre un tissu extrêmement différencié du tétard qui est l'intestin. Donc cette protéine de la cellule intestinale est une cellule extrêmement spécialisée qui va exprimer un tout petit répertoire des protéines possibles. Et donc dans cet intestin, il va préparer des noyaux donc de cellules différenciées intestinales, et il va micro-injecter ces noyaux dans l'oocyte. Et le fait finalement de rendre l'information qui avait été perdue ici par la destruction des noyaux va permettre de reconstituer toute une grenouille intacte. Alors évidemment, c'est une opération qui est un vrai miracle, et peut-être que la chose la plus importante ici, c'est 2% de succès après avoir optimisé pendant des années toutes les différentes étapes. Ça n'est donc pas une expérience facile, mais c'est une expérience qui est extrêmement démonstrative et qui montre que cette cellule intestinale, ce noyau de cette cellule intestinale, malgré son côté complètement différencié, eh bien, possède toute l'information génétique nécessaire pour refaire une grenouille entière et pour refaire évidemment d'autres tissus que l'intestin. C'est donc une expérience qui démontre de manière sans ambiguïté qu'il n'y a pas de perte de matériel génétique pendant la différenciation cellulaire, et donc que l'origine de la différenciation cellulaire ne se fait pas par des pertes ou des gains de gènes spécifiques, mais au contraire par la régulation de l'expression des différents gènes. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder l'expression de ces différents gènes? Eh bien, là encore, il faut revenir à des approches historiques, ce qu'on appelle les chromosomes polytènes, chez des insectes en particulier, dans lesquels on arrive à voir les chromosomes, parce qu'en fait, il y a de très nombreuses chromatides qui sont liées les unes aux autres. On arrive à les voir avec, en plus, de véritables codes-barres qui permettent de repérer la position des gènes sur ces chromosomes. Et, dans certaines circonstances, on va voir ces boursouflures. Et ces boursouflures, en fait, on a pu montrer qu'elles étaient liées à une activité transcriptionnelle, donc à une activité de création d'ARN messager à partir du gène. C'était la première illustration de cette création d'ARN messager à partir du gène par hybridation in situ, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, au niveau de la boursouflure, on va avoir une très forte hybridation de ces ARN messagers. Donc ça a été la première technique, encore une fois historique, mais néanmoins très importante pour l'histoire de la compréhension de la régulation de l'expression génétique, montrant qu'il va y avoir des zones discrètes, des zones spécifiques sur chaque chromosome qui vont être capables de faire de la transcription et d'exprimer des ARN messagers. Alors, deuxième expérience extrêmement importante, et on va en parler beaucoup dans ce cours, au fond, c'est la réponse adaptative. Donc là, on a des boursouflures, on a encore une fois un code-barre de la fonction de ces chromosomes, mais pour se convaincre que c'est important, il faut voir que ça change. Et le meilleur moyen de voir que ça change va être une réponse adaptative. Et là encore, historiquement, ce qui a été étudié, c'est la réponse à une hormone qui est apparentée aux stéroïdes sexuels, par exemple, chez les mammifères. Eh bien, cette hormone est capable de moduler la transcription des gènes. Alors, ceci a été montré de manière extrêmement simple, en regardant finalement cette cartographie des chromosomes avant traitement à l'ecdysone. Et donc, vous allez avoir, par exemple, un site qui a cette boursouflure, un site qui est un site de transcription active, et un autre site sur lequel il n'y a rien. Et après traitement à l'ecdysone, eh bien, la situation va s'inverser,
Et donc on va avoir ce site de transcription qui va s'éteindre. On va donc parler de répression transcriptionnelle. L'exisone va se comporter finalement comme un bouton arrêt-marche. Et sur ce site-là, sur ce locus, il va y avoir extinction. Et au contraire, sur le deuxième site, il va y avoir activation et création de novo d'une zone de transcription, traduisant donc le fait que cette transcription des gènes sur les chromosomes est régulable et que donc non seulement il existe des différences entre les tissus, donc non seulement il existe une différence de type cellulaire dans les patrons de transcription, mais il existe également, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, une différence adaptative et que dans des conditions de stress, par exemple, qui peuvent être ici mimées par l'exposition à cette hormone, eh bien, les patrons de transcription vont changer. Patrons de transcription vont changer dans le sens que certains gènes vont être éteints et d'autres, au contraire, vont être allumés, montrant donc la possibilité que l'on a de réguler cette transcription. Ce sont des expériences extrêmement importantes. Elles ont été complétées plus tard, quand on a pu commencer à mesurer l'expression des gènes par des techniques que nous verrons dans un instant, par l'existence au sein de cette réponse adaptative, comme la réponse à une hormone. Et cette fois-ci, ce n'est plus de l'exisone dont nous allons parler, mais d'une hormone qui existe chez l'homme, l'estrogène, les estrogènes. Eh bien, les estrogènes vont être capables d'avoir des effets de régulation de la transcription, exactement comme l'exisone. Ça n'est pas une surprise. Et ce qu'ont permis de démontrer ces expériences, c'est qu'il existe également une spécificité de tissu dans la réponse à ces hormones. Et si on s'intéresse par exemple à l'oviducte, ça c'était chez le poulet, donc l'oviducte c'est la zone qui va conduire à la synthèse des œufs, eh bien les estrogènes vont induire très fortement le gène de l'ovalbumine. L'ovalbumine c'est le gène qui va contribuer à la création du blanc d'œuf au sein de l'œuf. Et donc dans l'oviducte on va avoir induction massive du gène de l'ovalbumine. Un autre gène sensible aux estrogènes, qui est celui de la vitellogénine, lui, n'était insensible. Et inversement, quand on se place dans le foie, eh bien dans le foie, les estrogènes ne vont avoir aucun effet sur le gène de l'ovalbumine. Par contre, ils vont induire massivement l'expression du gène de la vitellogénine. Donc vous voyez que dès les années 1980, on savait qu'il existait des moyens de contrôler la transcription et que ce contrôle de la transcription allait conduire à des patrons différents d'expression. Ces patrons dépendant évidemment du type de réponse adaptative que l'on va utiliser, le stress, les hormones par exemple, mais dépendant aussi du tissu, et qu'il existait donc un petit peu on y reviendra un peu plus tard, une notion de sol et de graine. C'est-à-dire que suivant le sol, suivant le terreau, donc le type cellulaire, des graines qui vont être des facteurs de stress ou des hormones vont avoir des réponses différentes suivant l'endroit où elles sont semées. Alors, comment maintenant a-t-on pu progresser? Eh bien, comme souvent, c'est avec des changements de technique. Quand j'ai commencé à faire de la biologie moléculaire, on avait une technique qu'on appelait le Northern Blot, qui était une technique d'hybridation sur gel avec des sondes radioactives, qui étaient des techniques difficiles, un peu dangereuses, parce qu'on travaillait avec beaucoup de radioactivité, et puis dans lesquelles on pouvait étudier un seul gène à la fois, et encore pourvu qu'il soit exprimé de manière relativement abondante, parce que ces techniques d'hybridation étaient relativement peu sensibles, et donc on n'y arrivait pas toujours. Et puis aujourd'hui, grâce à des progrès technologiques extraordinaires, on est capable d'avoir des techniques d'hybridation non plus radioactives, mais fluorescentes, et non plus fluorescentes sur des grands gels, mais sur des microplaques. C'est ce qu'on appelle les analyses par microarray ou par puce. Et dans ces puces, on va donc avoir une toute petite surface, qui est parfois plus petite qu'un timbre-poste, ou parfois même qu'une tête d'épingle, avec des zones dans lesquelles on va avoir des séquences propres de chacun des ARN messagers de l'organisme. On va préparer ensuite des ARN messagers qu'on va marquer d'une manière ou d'une autre avec des nucléotides fluorescents, et on va faire une hybridation directement sur cette puce entre la préparation qu'on veut explorer et ces plaques, et on va donc avoir cette fois-ci un gigantesque code barre. Et ce gigantesque code barre, grâce
à des astuces informatiques, va pouvoir être converti en un patron d'expression de tous les gènes à la fois. Donc on a cette situation extraordinaire dont aucun d'entre nous n'aurait rêvé il y a 20 ans, de pouvoir avoir à tout instant tous les transcrits d'une seule cellule et de les mesurer de manière extrêmement précise et reproductible. Et donc, ce qui saute aux yeux ici, c'est qu'évidemment, les codes barres, les patrons d'expression sont complètement différents d'un tissu à l'autre. Et donc, comme on va voir, même des différences très subtiles de tissus, de cellules, vont être associées à des différences majeures, parfois même caricaturales, d'expression génétique. Alors, on peut, à ce moment-là, étudier et représenter des réponses adaptatives. Et donc, vous avez ici, par exemple, la réponse à une hormone avec une analyse cinétique. Quand il ne se passe rien, vous voyez qu'on va avoir une ligne qui est noire. Quand le gène est induit, on va avoir du rouge de plus en plus profond. Quand il est réprimé, vous allez avoir du vert de plus en plus profond. Et donc, vous pouvez, de manière tout à fait extraordinaire, eh bien, voir, par exemple, ici, un groupe de gènes qui va être réprimé sous l'action de ce facteur adaptatif. Donc, on a tout un groupe de gènes. Chaque ligne correspond à un gène qui va être réprimé très rapidement, vous voyez, après 6 heures, et de manière durable, par l'action de cette hormone. Vous allez avoir, à l'inverse, des gènes qui vont être induits. Donc ici, vous avez un groupe de gènes qui est massivement induit et qui reste induit en réponse à l'hormone. Et puis, vous allez avoir, au contraire, des situations d'induction temporaire. Vous voyez ici, par exemple, vous avez un groupe de gènes qui est très fortement induit à 16 heures, et puis qui va revenir à la normale ensuite. Donc, on va avoir une vague de régulation d'expression génétique avec des gènes qui bougent toujours ensemble. Il en est de même dans une moindre mesure ici. Donc ça a permis des progrès extraordinaires dans la compréhension et l'exploration des mécanismes de régulation des gènes en définissant, par exemple, des gènes qui vont être toujours co-régulés. On va trouver un certain nombre de gènes qui vont bouger toujours ensemble en réponse à des stress donnés, en réponse à des hormones données. Et donc, on va en déduire qu'il y a dans la régulation de leur expression des mécanismes qui vont être communs. Alors, illustration de ceci, eh bien, ça va être la capacité que l'on a de visualiser directement et d'objectiver des différences au sein de cellules qui, morphologiquement, sont absolument identiques. Et ça, c'est par exemple le cas pour des progéniteurs des cellules du sang, des progéniteurs hématopoïétiques, où quand on s'intéresse à des cellules souches, et au sein de ces cellules souches, on peut d'ailleurs même faire plusieurs classes, on va définir, vous voyez, des codes barres à partir de l'expression des gènes, et des cellules qu'on appelle des progéniteurs qui ont déjà des marques de différenciation, eh bien, vont être assez profondément différents. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un groupe de gènes qui est présent dans les cellules souches et qui n'est plus présent dans certains de ces progéniteurs, et qui ne sont plus présents non plus ici. Vous voyez qu'ici, on a un bloc de gènes qui est caractéristique des cellules souches, et dès qu'on s'intéresse à des cellules même un tout petit peu différenciées, alors qu'encore une fois, l'aspect morphologique est absolument identique, donc il n'y a aucun moyen de distinguer au microscope ces types de cellules, eh bien, on sait déjà que ce groupe de gènes va signer des différences fonctionnelles absolument majeures. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer ceci, c'est que là, on a un groupe de cellules souches leucémiques, donc tout ceci correspond à des cellules normales, ça, ce sont des cellules souches leucémiques. Eh bien, vous voyez que ces cellules souches leucémiques, on va déjà pouvoir se faire une idée de ce qu'elles sont, puisque ces cellules souches leucémiques, on va voir que ce groupe de gènes caractéristique des cellules souches normales, eh bien, il est retrouvé dans les cellules souches leucémiques. Et donc ça va permettre directement, à partir de l'analyse de ces transcriptomes, à partir de l'analyse de ces ARN messagers, de dire qu'il va exister des propriétés partagées entre ces cellules leucémiques et des cellules souches normales. Et bien sûr, la propriété partagée à laquelle on s'intéresse le plus, c'est l'autorenouvellement, c'est la capacité de se répliquer à l'identique, qui est évidemment la clé de l'immortalité. Mais on voit également que ces cellules souches leucémiques sont capables de partager certaines propriétés avec un type de progéniteur, les progéniteurs myéloïdes par exemple. Donc vous voyez que ces cellules souches leucémiques, elles ont tout un bloc de gènes qui fait qu'elles ressemblent à des progéniteurs myéloïdes. Et donc,
À partir de ces codes-barres transcriptionnels, on va pouvoir créer des filiations et dire que ces cellules souches leucémiques, par exemple, eh bien, elles vont avoir des caractéristiques peut-être morphologiques d'un certain type de progéniteur, mais qu'elles vont avoir gagné un programme intact, entier. Ce programme, c'est le programme des cellules souches. C'est évidemment la capacité à faire de l'autorenouvellement, et encore une fois, c'est la clé de l'immortalité. Et vous voyez que cette zone est très fortement étendue ici, et ceci donc vous permet de montrer que pour chaque gène, finalement, on va pouvoir lire, chacune de ces lignes correspond à un gène connu, et donc on va avoir vraiment dans ce code-barre une extraordinaire sensibilité, une extraordinaire définition, on va pouvoir connaître chacun des transcrits, et donc, encore une fois, essayer de reconstruire à partir de l'expression génétique un fonctionnement physiologique de ces cellules. Alors, je vous propose de faire une pause de quelques minutes et on verra ensuite comment cette diversité des ARN messagers, qui bien entendu est un déterminant majeur de la diversité des protéines présentes dans ces cellules, va résulter d'un équilibre entre la structure de la chromatine, finalement ce que j'appellerais le sol, et puis la liaison de facteurs transcriptionnels, de protéines de régulation de la transcription, qui peuvent être des protéines d'adaptation au stress ou de définition de la différenciation, comme nous le verrons tout à l'heure. Et donc, il y a, et c'est un des points clés vraiment de la cancérologie actuelle et aussi de ce cours, c'est les interconnexions finalement entre ces structures de la chromatine et celles des protéines régulatrices qui sous-tendent leur expression. Voilà, on reprend ça dans le cours dans quelques minutes. Bon, donc je vous propose de reprendre, et comme je vous le disais, la diversité des protéines, et en particulier des protéines régulatrices, qui sous-tend les caractéristiques des différents types cellulaires, relève pour une part importante de la diversité des populations d'ARN messagers. Donc cette diversité des populations d'ARN messagers, on est capable aujourd'hui techniquement de l'appréhender par les puces, comme on l'a vu, et elle va résulter finalement de relations complexes, mais qui commencent à être comprises entre la structure des gènes, ce qu'on va appeler au sens large la chromatine, et la liaison de protéines régulatrices qu'on va appeler des facteurs de transcription. Et donc, schématiquement, les structures de ces gènes et la structure des gènes va représenter finalement un déterminant majeur de l'identité cellulaire, et ces facteurs vont être responsables des réponses adaptatives qui peuvent être la réponse au stress, qui peuvent être la réponse à des hormones, ou la réponse à des facteurs qui vont assurer le changement de l'identité cellulaire, qui vont être des facteurs responsables de la différenciation normale. Et on va voir que ces facteurs responsables des changements d'identité cellulaire dans le contexte de la différenciation normale vont souvent être des facteurs impliqués dans le développement des cancers. Et donc, pour représenter ça d'une autre manière, mais c'est en fait vraiment la même idée, vous allez avoir donc le gène avec sa structure, et on va voir que cette structure des gènes, elle va être caractérisée par des degrés variables d'ouverture, avec des formes de gènes qui vont être complètement fermées, on va voir comment, qui vont être en fait largement inaccessibles, et ces formes condensées de la chromatine, qu'on appelle l'hétérochromatine, vont être complètement récalcitrantes, résistantes à l'expression génétique, et puis des formes ouvertes qui sont permissives pour la transcription, et dans lesquelles souvent donc, la transcription va être déclenchée par des protéines spécifiques représentées ici en A. Et donc, on a un peu tous les cas de figure, et on va voir ça dans la fin de ce cours et le suivant, entre certains facteurs qui sont capables de faire tout à la fois, qui sont capables d'arriver sur cette chromatine fermée, de l'ouvrir, de la mettre dans un état permissif pour la transcription, et de contrôler directement l'activation des gènes à travers des contacts avec les enzymes responsables de l'expression des gènes, qu'on appelle les polymérases à ARN, et donc pour former le transcrit, l'ARN messager que vous voyez ici.
Et puis vous avez d'autres facteurs qui, eux, ne peuvent agir que sur une chromatine déjà ouverte, et donc on va avoir des effets séquentiels avec plusieurs protéines qui vont agir de manière, encore une fois, ordonnée et séquentielle, pour d'abord ouvrir la chromatine, et une fois que cette chromatine est ouverte, permettre l'accès secondaire de régulateurs transcriptionnels maîtres qui vont diriger la transcription, comme on peut le voir ici, donc avec une réaction en deux temps. D'abord une ouverture de ce gène, et ensuite, une fois que ce gène est ouvert, permissif pour la transcription, l'arrivée des protéines régulatrices qui vont, elles, directement contribuer à l'activation de ces gènes-ci. Donc, une partie importante de ce qu'on va dire dans la fin du cours, c'est finalement cet équilibre, essayer de comprendre quelles sont les bases de cet équilibre-là entre la chromatine fermée, résistante à la transcription, qu'on appelle aussi l'hétérochromatine, et la chromatine ouverte, qu'on appelle aussi l'euchromatine, et ensuite ce passage de la chromatine ouverte à l'activation spécifique de certains gènes cibles grâce à des protéines spécifiques. Donc, eh bien, une partie importante de cette régulation est assurée par un groupe de protéines qui sont des protéines qui vont impacter l'ADN, qu'on appelle les histones. Ce sont des protéines très abondantes, on va le voir. Elles vont permettre d'enrouler cet ADN et de réaliser le miracle topologique qui fait qu'une séquence d'ADN qui, lorsqu'elle est entièrement dépliée, fait plusieurs mètres, va se trouver finalement empaqueté dans un noyau qui ne fait, lui, que 10 microns. Et donc, il y a une extraordinaire condensation. Alors, la condensation, ce n'est pas forcément un miracle en soi. Je crois que le vrai miracle, c'est qu'à ce niveau de condensation, on arrive encore à faire quelque chose. On arrive en gros à exprimer les gènes qu'on veut exprimer. On arrive à dupliquer l'ADN quand on veut le dupliquer. Et que donc, dans cette incroyable compaction, il y a encore un ordre extrêmement important. Et c'est évidemment la compréhension de cet ordre qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, ces histones, elles ont des séquences communes, vous voyez ce qu'on appelle le repliement classique des histones, qui sont en fait constituées d'un certain nombre d'hélices alpha, c'est la région centrale. Et puis il y a des régions spécifiques avec des extensions N-terminales, on va voir ça dans un instant, qui sont différentes, et puis également des extensions C-terminales qui sont variables. Donc on a ce qui est assez typique dans des familles de protéines, des motifs conservés sous forme de régions en alpha-hélice et puis des motifs spécifiques à chacun des membres de la famille. Alors, ça, ce sont les histones standards. On connaît également des variants d'histones. Et ces variants d'histones, on en parlera un petit peu. Il y a certaines histones qui vont être associées à la réparation de l'ADN, qui vont être associées à la répression de l'expression génétique, comme par exemple dans l'inactivation du chromosome X. Et puis, donc ça, ce sont des variants d'histone H2. Il y a également des variants d'histone H3, avec en particulier une protéine qui s'appelle H3.3, qui est une histone qui est associée à des zones en transcription active, donc à des zones ouvertes et à des zones où la polymérase va pouvoir fonctionner. Et puis inversement, des histones comme CNPA qui sont associées à des régions plutôt transcriptionnellement inactives, comme les centromères des chromosomes. Donc si on reprend ces histones canoniques, si j'ose dire, elles vont en fait s'assembler, et ça c'est extrêmement important, dans ce qu'on appelle le nucléosome. Donc le nucléosome, c'est un assemblage de ces différentes histones, vous les voyez représentées ici, donc avec l'histone H3, l'histone H4 et deux types différents d'histone H2. Et sur cette espèce de petit baril, créé par l'assemblage de ces différentes histones, on va entourer de l'ADN, on va avoir deux tours d'ADN, et ceci va permettre déjà un premier niveau de compaction considérable, en commençant à transformer finalement le fil en une structure plus compacte et plus rangée. Et puis on va voir que ce nucléosome va être la cible de très nombreuses régulations, en définissant finalement le degré d'association entre l'ADN et le nucléosome. Évidemment, plus l'association entre l'ADN et le nucléosome est étroite, moins est forte, plus il va être difficile de séparer l'ADN du nucléosome, et donc il va être en particulier difficile
de réaliser de la transcription des gènes quand ils sont étroitement associés. Et inversement, on va voir dans un instant qu'au contraire, quand on relâche les interactions entre ce nucléosome et l'ADN, eh bien, on va faciliter le processus de transcription. Alors, ces nucléosomes vont être répartis sur des brins d'ADN, et vous voyez ici des brins d'ADN, et on a tout de suite pris l'image du collier de perles, du beads on a string en anglais, et vous voyez que ces nucléosomes sur les brins d'ADN sont régulièrement espacés avec une assez grande compaction, une assez grande proximité de ces différents nucléosomes, ce qui évidemment va permettre déjà un empaquetage considérable et qui va déjà permettre de réduire considérablement la longueur de ce fil une fois qu'il est entouré. Donc sur chacun de ces nucléosomes, vous allez avoir déjà deux tours d'ADN. Et donc, il existe des variations de ceci, et il existe en particulier des régions dépourvues d'histones. Et historiquement, c'est sur un virus qu'on les a vus la première fois. Donc vous avez ici le virus SV40, dont on a parlé dans le cours de l'an dernier, pour ceux d'entre vous qui étaient là, qui est un virus oncogène qui va être capable d'assurer la transformation grâce à sa capacité d'interagir avec P53 et avec RB, grâce à une protéine qui s'appelle grand T. Et donc vous voyez sur ce petit virus, qui est un virus à génome ADN, vous voyez ici très bien les différents nucléosomes. Vous voyez que chaque nucléosome d'ailleurs va donner une torsion, il va orienter le brin d'ADN que vous voyez un peu représenté ici. Donc vous avez un nucléosome ici, et vous voyez qu'après avoir fait 2 tours, l'ADN va repartir dans un sens différent. Et donc vous voyez qu'on va pouvoir compacter dans une relativement petite surface un ADN qui est relativement long. Mais le plus important, et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer cette image, c'est qu'il existe une région dépourvue de nucléosomes. Et donc ces nucléosomes ne sont pas répartis partout de manière équivalente sur le génome. Il existe donc des trous, et on sait que ces trous vont définir des domaines particuliers qui vont être en particulier beaucoup plus sensibles à des enzymes digérant l'ADN, comme la DNase. On va avoir donc une moindre protection de ces zones dépourvues d'histones à la digestion par des enzymes. Et ceci va permettre donc de définir une première topologie entre les régions ordinaires, si j'ose dire, qui sont recouvertes de nucléosomes, et des régions qui sont recouvertes par d'autres protéines, et on va voir que ces autres protéines sont des protéines régulatrices, des protéines qui vont participer au recrutement des polymérases et favoriser l'expression des gènes. Et donc ces régions vides, si j'ose dire, dépourvues de nucléosomes, vont être des régions qui vont directement participer à l'expression des gènes et qu'on va encore une fois pouvoir détecter grâce à leur sensibilité à la DNase. Ce sont en particulier souvent des zones de fixation des facteurs de transcription qui vont être situés à proximité des promoteurs des gènes. Alors, on va en définir d'ailleurs certaines de ces zones hypersensibles à la DNase, on va voir des exemples, peuvent être situées à proximité immédiate du promoteur des gènes, donc juste au départ du site de fixation de la polymérase, ce qu'on appelle le promoteur proximal, et d'autres sont situées extrêmement loin, parfois à plusieurs millions de bases du gène, et c'est ce qu'on va appeler l'enhancer distal, des éléments de régulation qui peuvent parfois être extrêmement loin topologiquement sur une structure linéaire du gène en question, et on verra des exemples tout à l'heure. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la DNase 1, et on va voir qu'une autre manière d'aborder cette hypersensibilité à la DNase 1, c'est de regarder le degré de compaction de l'ADN. Et donc, et c'est une suite de ce que je vous disais à l'instant, il existe certaines zones dans lesquelles l'ADN est globalement compacté, sous forme de ces fibres de 30 nanomètres. Ces zones compactées vont être organisées en boucle, et ces zones compactées organisées en boucle et relativement peu accessibles vont être souvent situées
à la périphérie du noyau, dans ces zones vous voyez, noires qu'on appelle l'hétérochromatine et qui est située à la périphérie du noyau. Et puis, au milieu de ces zones compactes, on va avoir des zones dépliées dans lesquelles on va très bien voir l'organisation des histones. Et ces zones dépliées vont correspondre en fait à des zones actives pour la transcription, des zones qui vont être exprimées, et elles vont être situées plutôt, ces boucles, si vous voulez, vont rentrer à l'intérieur du noyau. Et on sait qu'il existe des corrélations entre la proximité de la membrane nucléaire interne et l'expression génétique. Et en gros, plus on s'éloigne de cette périphérie, plus on s'éloigne de cette hétérochromatine, plus on est dans une zone où la chromatine est dépliée, plus on va avoir d'expression génétique, parce que ça correspond donc à ces boucles qui vont être particulièrement accessibles aux facteurs de transcription. Alors, par ailleurs, ces boucles vont être, encore une fois, beaucoup plus sensibles à la DNase 1 parce que, évidemment, l'enzyme va pouvoir plus facilement rentrer dans ce type de structure, particulièrement lorsqu'il manque des nucléosomes, ce qui va encore augmenter l'accessibilité. Alors, on peut représenter ça de manière plus schématique avec ces boucles, donc des boucles actives, et on sait aujourd'hui que ces boucles actives, finalement, qui vont définir un domaine topologique autonome, eh bien, elles sont limitées par des verrous. Et ces verrous vont être fermés par des groupes de protéines qui sont identifiés aujourd'hui, qui s'appellent les coésines, le complexe coésine, ou une autre protéine très importante qui s'appelle CTCF, qui vous est représentée ici, qui sont des protéines qui vont se fixer sur des sites spécifiques. Et ces sites spécifiques vont, au fond, limiter la base de la boucle. Et ils vont limiter le domaine qui va être ouvert, donc essentiellement domaine ouvert et accessible, fonctionnel, des domaines adjacents qui, eux, sont éteints, sont condensés et éteints. Et donc, cette frontière entre cette zone ouverte et cette zone fermée est réalisée par un véritable verrou topologique dont on connaît les partenaires, on connaît donc les coésines, on connaît CTCF et on connaît leur site de liaison. Alors, chose absolument fondamentale et qui est une découverte récente, c'est que finalement ce verrou, il est abîmé dans de nombreux cancers et on a découvert, grâce aux efforts de séquençage massif des tumeurs dont on a parlé au début de ce cours, eh bien, on a découvert des mutations de CTCF, des mutations dans le complexe des coésines, et plus récemment, puisque ça date de cet été, on a découvert des mutations nombreuses de leur site de liaison, c'est-à-dire de cette séquence qui va assurer la fixation de CTCF ou des coésines. Donc, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que cette répartition entre, vous voyez, la zone ouverte et la zone fermée, assurée par ce verrou, eh bien, cette répartition va être perdue dans de nombreux cancers. Et ça va vouloir dire que, finalement, on va arrêter de séparer ce qui s'exprime et ce qui ne s'exprime pas. On va donc créer du désordre. Et par la mutation de ce verrou, on va finalement on va soit éteindre cette boucle qui était active, soit au contraire activer ce domaine qui était inactif. Et ceci, bien entendu, va conduire à des dérégulations majeures de la transcription, du contrôle transcriptionnel, de la spécificité d'expression tissu spécifique, encore une fois, à travers l'effacement de cette frontière entre la zone ouverte et la zone fermée qui résulte de l'inactivation de ce verrou. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, un exemple qui a été bien étudié, c'est celui des gènes de globine. Alors, historiquement, c'est le premier. Et donc, pour les gènes de globine, on a décrit une région centrale de contrôle de la transcription qui s'appelle Locus Control Region, LCR. Donc ça, c'est finalement le chef d'orchestre transcriptionnel. C'est l'endroit, on appelle également ça un super enhancer. C'est l'endroit, finalement, ce tout petit endroit dans le génome dans lequel vont se concentrer toutes les protéines qui régulent l'expression génétique. Et donc ce chef d'orchestre, au sein de cette boucle autonome, va ensuite pouvoir interagir avec les différents gènes, qui dans ce cas-là sont tous des gènes de globine, et va pouvoir assurer, même à distance, comme vous le voyez, l'activation spécifique de ces gènes de globine. Donc c'est le prototype de ce qu'on appelle un enhancer distal. Donc là, on peut être éventuellement extrêmement loin de ces gènes de globine.
Et l'activité donc de cet enhancer, de ce chef d'orchestre de la transcription, va être totalement limitée, vous voyez, par les deux verrous qui sont représentés ici en violet. Et donc, il ne va y avoir aucun effet du LCR, par exemple, sur des gènes situés à proximité, comme le récepteur au folate ou le récepteur à des gènes impliqués dans l'odorat. On a donc cette topologie avec des frontières étanches, et puis ce chef d'orchestre qui va finalement faire son travail au sein de la zone de chromosome qui lui est attribuée. Alors, comment est-ce que l'on peut observer maintenant les sites hypersensibles? Eh bien, au sein de ce locus globine, il y a un certain nombre de gènes de globine qui ont été découverts. Et vous savez probablement que l'expression de ces gènes de globine est très fortement régulée dans le développement. Pourquoi? Parce que dans le développement, eh bien, on va être soumis à des conditions d'oxygénation tout à fait différentes. Évidemment, les conditions d'oxygénation ne sont pas du tout les mêmes pendant la vie intra-utérine ou pendant la vie à l'air libre, puisque les taux d'oxygène ne sont pas les mêmes. Et donc, suivant les différents stades, embryon, toute première cellule érythroïde, l'embryon, le fœtus et l'adulte, eh bien, on va avoir expression de gènes différents qui, de manière séquentielle, vont s'exprimer, et de manière tout à fait intéressante, et on connaît d'autres exemples dans le développement, eh bien, la séquence d'expression de ces gènes au cours du développement va être reflétée par la position de ces gènes au sein du chromosome. Et donc, en gros, plus on avance dans l'âge adulte, plus on va exprimer des gènes qui sont situés loin du chef d'orchestre, loin du LCR. Eh bien, des expériences déjà anciennes, mais extrêmement démonstratives, ont pu montrer, lorsque l'on recherche maintenant l'hypersensibilité à la DNase 1, donc le dépliement, si vous voulez, des chromosomes, l'ouverture, l'accessibilité du chromosome, eh bien, on va voir qu'elle correspond très exactement aux gènes qui s'expriment à un moment donné. Donc, dans l'embryon, c'est le gène epsilon qui va s'exprimer et être accessible, hyper accessible par la DNase 1. Le reste du locus sera peu accessible. Et puis, maintenant, au stade fœtal, eh bien, on va avoir un changement radical. On n'exprime plus epsilon, mais on va exprimer maintenant ces autres gènes. Et l'expression de ces autres gènes va s'accompagner d'une hypersensibilité à la DNase, c'est-à-dire qu'au sein de cette boucle, on va avoir une organisation du génome différente, permettant l'interaction directe, malgré la taille, malgré la séparation sur le chromosome, on va avoir une interaction directe entre le chef d'orchestre et ce gène gamma, par exemple. Et puis chez l'adulte, on va avoir maintenant toujours le chef d'orchestre qui est hyper accessible, et maintenant ce sont les gènes delta, bêta, ceux de l'adulte, qui vont être accessibles par un repliement direct entre le LCR et ces gènes. Et ceci va être traduit non seulement par l'expression spécifique de ces globines de l'âge adulte, mais aussi par l'existence d'une hypersensibilité à la DNase, traduisant donc le caractère ouvert, accessible, déplié de cette chromatine à l'âge adulte. Donc retenez l'hypersensibilité comme un critère extrêmement simple, mais qui va traduire l'ouverture, l'accessibilité du gène, et puis l'expression séquentielle au fur et à mesure du développement, au stade embryonnaire, fœtaux et adultes, qui vont se traduire par l'expression de ces gènes qui sont disposés de manière discontinue mais ordonnée sur ce site ouvert. Alors on va parler maintenant du remodelage de la chromatine. En effet, donc, outre ces variations d'ouverture, dont on a vu qu'on peut les explorer par la sensibilité à la DNase 1, il existe un autre mécanisme qui a été découvert, je crois, chez la levure et dont on sait maintenant qu'il existe chez l'homme, c'est le remodelage actif de la chromatine. Donc, indépendamment de cette régulation de l'ouverture qu'on a vu avec ces boucles, et ces boucles ouvertes et ces zones fermées, limitées par ces verrous de CTCF et de coésine, il va y avoir des mécanismes là, à la carte, si j'ose dire, dans lesquels certaines enzymes, et en particulier ici, je vous ai illustré un complexe qui s'appelle le complexe SWI/SNF, et bien donc ce complexe va être capable d'enlever un nucléosome très précis par une activité enzymatique, une activité qui demande l'hydrolyse de l'ATP, donc qui demande de l'énergie. Et donc par ce mécanisme ATP dépendant, ce complexe va pouvoir enlever un nucléosome particulier. Et le fait d'enlever ce nucléosome particulier va pouvoir créer
un site ouvert qui va permettre le recrutement d'un facteur de transcription, par exemple Y ici, et Y va ensuite pouvoir activer directement le gène. Donc, indépendamment de cette régulation globale de l'architecture dont on a parlé précédemment, on va avoir aussi ce travail en extrême finesse dans lequel on va pouvoir retirer de manière très spécifique un ou deux nucléosomes pour ouvrir finalement un site qui était masqué. Alors ce complexe SWI/SNF va lui-même n'a pas de séquence spécifique de reconnaissance à l'ADN, il va être guidé par un autre facteur. Et c'est donc un autre facteur, qui est noté X ici, qui va permettre d'ancrer ce complexe à l'endroit où on en a besoin pour que, guidé par cette protéine X, qui, elle, reconnaît de manière séquence spécifique un morceau du gène, on puisse libérer ce deuxième site de fixation. Donc, une activité enzymatique, encore une fois, très précise, guidée par un autre facteur qui va permettre de libérer un site particulier pour permettre l'action spécifique du facteur Y. Alors, ce qui a énormément augmenté l'intérêt pour ce complexe SWI/SNF, eh c'est qu'on s'est aperçu, entre autres par les travaux d'Olivier Delattre à Curie, qu'il existe des mutations de ce complexe SWI/SNF dans de très nombreux cancers. Donc au départ, ça a été trouvé par Olivier Delattre dans les tumeurs rhabdoïdes, une tumeur extrêmement rare de l'enfant. Et puis les séquences globales, maintenant, les séquences globales de tous les cancers qui ont eu lieu dans les 5 dernières années, ont montré que la mutation de membres de ce complexe, qui est un complexe multiprotéique, dans lequel il y a un assez grand nombre de protéines, eh bien, on va trouver de manière extrêmement fréquente des mutations de ce complexe qui vont montrant donc que la capacité d'enlever ces nucléosomes, encore une fois, à la carte, guidés par des facteurs de transcription, est quelque chose d'absolument essentiel dans la régulation de l'expression génétique. Et en l'occurrence, dans les tumeurs rhabdoïdes, dans les tumeurs de l'enfant, on sait que c'est cette mutation de cette protéine du complexe SWI/SNF qui est à l'origine directement du développement du cancer, et c'est même peut-être le déterminant principal du développement de ce cancer. Donc, ce mécanisme est quelque chose d'extrêmement important dans la détermination de l'état de différenciation, dans la spéciation cellulaire et dans le contrôle de la prolifération. Et à ce titre, il participe directement au développement de nombreux cancers. Alors, on a parlé donc du positionnement des nucléosomes, on a parlé des séquences hypersensibles à l'ADN, donc ceci plutôt dans un contexte de développement, ceci clairement dans un contexte de cancer. Et maintenant, on va parler de quelque chose qui a connu une véritable explosion dans ces 10 dernières années, qui sont les modifications des histones. Alors, avant de parler des modifications des histones, eh bien, on a pu obtenir des cristaux de nucléosomes, et ces cristaux de nucléosomes ont permis donc de comprendre les relations extrêmement étroites, intimes, qui existent entre ces protéines histones que vous voyez ici représentées au centre du nucléosome et puis l'ADN qui les entoure. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur ces extensions, vous voyez, extensions des histones qui vont en quelque sorte sortir du baril, sortir du noyau pour aller entrer directement en contact avec l'ADN. Et vous voyez toutes ces extensions qui vont sortir, encore une fois, de la région centrale pour interagir avec l'ADN. Et ceci, on peut le voir également sur la vue de côté. Vous avez donc ces extensions centrales qui vont pouvoir sortir et entourer l'ADN. Alors ça, c'est extrêmement important pour une raison toute simple. Vous savez que l'ADN est une structure qui est extrêmement électrostatique, c'est une structure qui est fortement chargée négativement, et ces extrémités sont, elles, au contraire, très riches en lysine, en résidus de lysine, et les résidus de lysine sont, eux, chargés positivement. Ce qui veut dire que ces extrémités d'histones vont être capables de créer des liaisons électrostatiques extrêmement fortes, donc entre la protéine et l'ADN, et qui vont servir à la stabilisation de cette interaction entre les histones et l'ADN qui l'entoure. Et qui dit bien sûr, dit stabilisation, dit possibilité de régulation. Donc ça, c'est encore une vue plus schématique de la même chose. Vous voyez toujours l'ADN autour,
les histones avec les régions en alpha-hélice qu'on a vu tout à l'heure sur la séquence consensus de ces histones, et les extrémités, en particulier N-terminales. Donc vous voyez qu'elles vont sortir de ce baril d'histones pour aller interagir avec l'ADN. Et donc, je vous ai dit que les histones étaient des protéines abondantes. Protéines abondantes, il faut tout de suite penser à la cuisine. Si ce sont des protéines abondantes, ça veut dire qu'on peut faire de la biochimie assez facilement dessus. Et on a donc pu, il y a déjà 25 ans, faire de la biochimie sur ces histones, et on s'est aperçu que les résidus de lysine, que vous voyez ici, symbolisés par la lettre K, étaient assez fréquemment soumis à une modification post-traductionnelle qu'on appelle l'acétylation. Et vous voyez que c'est quelque chose d'absolument général pour les 4 histones. D'abord, la richesse en lysine, et qu'on a une richesse en résidus de lysine en K qui est tout à fait inhabituelle. Et encore une fois, ceci traduit la nécessité d'interaction électrostatique entre les histones et l'ADN, et modification de beaucoup de ces lysines par acétylation. Et alors ça, c'est tout à fait important, car ça va moduler cette interaction électrostatique dont nous parlions un instant. Vous voyez que l'extrémité, la chaîne latérale de la lysine est chargée plus, elle va donc pouvoir interagir encore une fois avec l'ADN, et si on acétyle cette chaîne latérale, eh bien, vous voyez qu'on va perdre la charge positive, et en perdant la charge positive, on va donc réguler de manière extrêmement efficace l'interaction entre l'ADN et l'histone, et on va donc avoir toute une palette de possibilités pour réguler de manière extrêmement fine l'association entre l'histone et l'ADN qui l'entoure. Et vous ne serez pas étonné de savoir que plus l'association est étroite, plus les contacts électrostatiques sont nombreux, et bien moins la transcription va être facile, parce que l'ADN va en quelque sorte coller au nucléosome. Et inversement, en présence d'une acétylation des histones, et quand on a une acétylation massive des histones, eh bien on va en quelque sorte relâcher l'interaction ADN-nucléosome, et on va donc pouvoir transcrire beaucoup plus facilement ces gènes. Alors, donc, ceci vous est représenté ici. L'acétylation est un facteur absolument fondamental régulant la compaction de la chromatine, à la fois régulant l'association entre l'ADN représenté ici en brun et les chaînes d'histones, mais aussi assurant l'association des histones entre elles. Et donc, ça va être un élément déterminant de la création de ces boucles relâchées que je vous ai présentées tout à l'heure, boucles relâchées dans lesquelles la chromatine, finalement, se relâche, et elle se relâche parce que cette interaction de nucléosome à nucléosome est fragilisée. Donc, on va avoir une double fragilisation des relations d'un nucléosome à un autre, et fragilisation des relations entre l'ADN et le nucléosome, ceci étant évidemment très favorable à l'activation transcriptionnelle. Alors, comme toujours, qui dit modification post-traductionnelle dit enzyme, et donc on connaît un certain nombre d'enzymes qui vont assurer la conversion entre la forme acétylée et la forme désacétylée. Et ceci est évidemment un paramètre absolument essentiel pour contrôler l'activation possible des gènes entre des formes, au fond, qui sont défavorables, qui vont être résistantes à la transcription, donc associées à la répression d'un gène, et puis au contraire des formes acétylées qui vont être favorables à la transcription des gènes. Et donc on connaît 2 familles, ce sont des familles dans lesquelles il y a un certain nombre de membres, je crois une dizaine de mémoires, entre des histones acétyltransférases, qui vont faire passer à la forme acétylée, et puis inversement, des histones désacétylases qui vont, au contraire, avoir une action pour, au contraire, repasser à l'état antérieur. Alors, ce qui est très important, donc vous avez vu qu'on avait déjà des mutations fréquentes dans la coésine et CTCF pour assurer la base des boucles. On a vu qu'on avait des mutations fréquentes dans les complexes de remodelage de la chromatine. Et bien là aussi, les gènes qui codent les histones déacétylases ou les histones acétyltransférases vont être la cible fréquente d'anomalies dans des cancers. Alors, anomalies directes avec des mutations des gènes de la famille HAT, donc des histones acétyltransférases,
qui ont été encore une fois des découvertes assez récentes dans ces 3 dernières années, grâce au progrès de la séquence profonde. Et puis, implication des enzymes inverses, des histones désacétylases dans des leucémies, non pas par des mutations, mais par des recrutements sur des complexes oncogéniques, comme on va le voir dans une seconde. Alors, il faut préciser à ce stade que cette régulation par acétylation, je vous l'ai présentée pour des histones. Je vous ai dit que c'était en fait un petit peu des considérations historiques qui avaient fait que ces histones étant des protéines abondantes, c'est sur elles qu'on a découvert les premiers la régulation par acétylation. Il faut savoir que les enzymes de ces deux familles, que ce soit les histones acétyltransférases ou les histones déacétylases, vont avoir de nombreuses cibles protéiques. Elles vont réguler certes les histones, mais elles vont réguler des tas d'autres choses. Et ceci est important parce que on a fait des inhibiteurs et au fond, on ne sait pas très bien sur quoi les inhibiteurs agissent. Alors, illustration de ce que je vous disais à l'instant. Donc, voyez ici des histones déacétylases, HDAC 1, 2 ou 3, qui va pouvoir être fixé sur une protéine de fusion qui est un répresseur transcriptionnel important dans les leucémies. Cette protéine AML1-ETO est une protéine qui est capable de réprimer la transcription, d'arrêter le programme de différenciation, vous voyez, donc d'arrêter l'expression des gènes cibles, en particulier des gènes de différenciation et des gènes de cycle cellulaire. Et cette répression se fait par le recrutement anormal de ces histones déacétylases sur cette protéine de fusion. Il en est de même pour PML-RAR dans une autre forme de leucémie, où là aussi, entre autres du fait de la modification des propriétés de dimérisation de PML-RAR, on va de manière anormale, à la suite de la translocation et de la fusion de ces deux gènes, recruter ces histones déacétylases, et ces histones déacétylases vont conduire à une répression des gènes cibles. Donc, mutation directe pour les histones acétyltransférases, recrutement indirect sur des complexes oncogéniques d'histones déacétylases. Alors, bien entendu, qui dit fonction enzymatique dit site actif, qui dit site actif dit inhibiteur, et donc l'industrie pharmaceutique qui sait très bien fabriquer des inhibiteurs à partir d'enzymes a très rapidement, il y a déjà une quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années, fait fabriquer des inhibiteurs d'HDAC. Et ces inhibiteurs d'HDAC, on en connaît un certain nombre, et on imaginait donc qu'ils allaient pouvoir réverser le processus de déacétylation et que donc en convertissant des gènes éteints vers des gènes au contraire activés, eh bien on allait pouvoir par exemple avoir une répression spécifique de l'activité de ces protéines AML1-ETO ou PML-RAR, donc qui vont fonctionner en éteignant les gènes grâce aux HDAC. Et on s'est dit avec des inhibiteurs de ces enzymes, eh bien on devrait guérir la maladie en réversant la différenciation. Alors en fait ça ne marche pas comme ça. Ça a été d'ailleurs une des grandes surprises dans l'étude des fonctions de ces produits. Ces produits fonctionnent, ils vont conduire à une hyperacétylation de la chromatine, mais ils ne font pas du tout ce que l'on pensait qu'ils allaient faire. Et il a fallu une vingtaine d'années finalement pour arriver à trouver les bonnes cibles, les bonnes maladies dans lesquelles ces molécules ont fini par agir. On s'attendait, en fonction de ce que je vous ai dit, on s'attendait à des effets quasiment miraculeux dans ce type de pathologie. En fait, il n'y a pratiquement aucun effet. Il y a une différenciation transitoire, mais cette différenciation transitoire n'est pas suivie d'un bénéfice clinique. Et même dans des modèles animaux, on a pu montrer qu'en fait, on augmente le nombre de cellules souches leucémiques avec des inhibiteurs d'HDAC, donc ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. On a trouvé finalement, un petit peu au hasard, des indications dans certaines formes de lymphome, où il y a effectivement une activité clinique. On a trouvé plus récemment dans le myélome multiple une activité démontrable en combinaison avec des inhibiteurs de la protéolyse. Et au fond, on ne sait pas très bien comment ça marche. Et ça, c'est un thème qui va revenir de manière extrêmement récurrente dans mon enseignement. C'est qu'assez souvent, finalement, les médicaments font des effets complètement différents de ce pourquoi ils avaient été inventés. Et c'est finalement le tâtonnement clinique, l'empirisme clinique le plus absolu qui va permettre de trouver les bonnes indications. Et ça a été le cas pour les HDAC. Donc au départ, encore une fois, on pensait avoir affaire à des blocages, qu'on allait être capable de débloquer la différenciation. Donc en fait, ce qu'on pensait, c'est vraiment qu'on allait pouvoir faire ça, induire un arrêt de cycle et induire la différenciation spécifique des cellules cancéreuses et en particulier des cellules leucémiques.
Et en fait, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. On va induire de l'apoptose, on ne sait pas très bien comment. On va avoir également une action sur les microtubules qui va être à l'origine d'effets de blocage en G2M de cellules normales. Et à la fin, au fond, cette efficacité clinique démontrée, aujourd'hui, on n'en connaît pas bien les fondements biologiques et on pense qu'elle passe finalement pas par les histones, mais qu'elle passe par des protéines non histones, d'autres protéines dont l'acétylation va être régulée par les HDAC et que ce sont ces protéines non histones encore non identifiées qui sont à l'origine de l'effet thérapeutique. Et donc ça, c'est encore une fois une expérience vraiment très classique en pharmacologie d'une manière générale et en pharmacologie du cancer en particulier. On fait des très bonnes molécules qui sont capables de bloquer des très bonnes enzymes. Et puis après, il faut un peu tâtonner pour savoir finalement quelle est l'indication clinique dans laquelle on va avoir une efficacité. Et cette indication clinique n'est pas toujours celle qu'on avait souhaitée. Alors, peut-être pour terminer, une illustration donc, de ce que peut donner des mutations cette fois-ci. Donc, on a parlé des HDAC et de leurs inhibiteurs, des mutations des histones acétyltransférases, encore une fois, en particulier les protéines CBP et P300, dont on reparlera. On a découvert dans ces 2 dernières années des mutations fréquentes dans beaucoup de cancers différents de CBP et P300. Et ça va permettre, ça va conduire à un blocage de l'activation de certains gènes. Là encore, on ne connaît pas aujourd'hui lesquels. Ce que l'on sait, c'est que ces mutations existent. Et évidemment, une des choses maintenant qui passionne les médecins qui font de la recherche translationnelle et aussi les industriels, c'est de se demander au fond si on restreignait à des patients qui ont ce type d'anomalie les inhibiteurs d'histone acétyltransférase, peut-être qu'on aurait une meilleure activité thérapeutique en ciblant sur un groupe de patients particuliers pour lesquels on sait que cette voie est anormale. Si cette voie est anormale, est-ce que c'est dans ce groupe-là qu'on va avoir une efficacité thérapeutique? C'est une des questions qui est aujourd'hui posée et on saura probablement la réponse dans 5 ans. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés au terme de ces premières généralités. On continuera donc lundi prochain en voyant d'autres types de modifications. Après l'acétylation, dont on a vu que c'était une modification activatrice, on va parler de la méthylation, qui elle est une modification plus complexe, qui peut être une modification des histones de répression ou d'activation suivant les positions, et on verra comment elle est régulée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.